Salut la brigade, salut les entrepreneurs. Vous avez envie de créer votre micro-entreprise en 2021. Vous avez peut-être déjà lu plein d'articles sur le sujet, mais c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc aujourd'hui, je vous explique en détail comment fonctionne ce statut et je vous explique tout ce que vous devez savoir pour être serein dans la création de votre micro-entreprise. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai créé une formation complète sur la création d'entreprise, donc pas forcément pour la micro-entreprise, mais ça fonctionne pour tous les statuts. Donc il y a 6 heures de contenu et c'est gratuit sur YouTube. Vous avez le lien dans la description ou la petite notification qui s'affiche juste en haut. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça pourra vous apporter plein de compléments et vous aider dans la création de votre entreprise. Aujourd'hui, on va voir donc les conditions pour devenir micro-entrepreneur, donc qui peut créer, pourquoi, quelles sont les activités éligibles et non éligibles et le chiffre d'affaires que vous pouvez faire, comment ça fonctionne au niveau juridique, social et fiscal, quelles sont les formalités d'immatriculation et on finira par quelques remarques, les avantages et les inconvénients. Qui peut créer? Bah déjà, si vous êtes salarié, vous pouvez évidemment créer votre micro-entreprise. Alors faites juste bien attention aux clauses de votre contrat de travail, donc parce que des fois il y a des clauses de non-concurrence ou d'exclusivité. Et évidemment, pour exercer la même activité que votre activité salariale, il faut l'accord de l'employeur. Si s'il n'y a rien marqué dans votre contrat de travail, vous avez le droit de créer votre micro-entreprise et vous n'êtes pas du tout obligé de le dire à votre employeur. Après, évidemment, si vous lui faites concurrence, bah là, ça va être plus compliqué. En tant que fonctionnaire, alors vous pouvez le faire, mais certains fonctionnaires doivent demander l'autorisation et avoir une déclaration écrite de leur supérieur. Voilà, fonctionnaire, c'est toujours un peu plus difficile comme statut, entre guillemets en tout cas, pour pouvoir créer derrière une micro-entreprise. Évidemment, les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, peuvent créer une micro-entreprise. Les retraités, alors si vous êtes retraité, faites bien attention de bien vous renseigner auprès de votre caisse de retraite, parce que ça peut impacter votre pension de retraite, donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et si vous êtes étudiant également, vous pouvez créer. Pourquoi créer votre micro-entreprise? La principale raison, ça va être de tester votre projet rapidement. Parce que les démarches de création, elles sont très rapides et très simples. La gestion comptable, elle est simplifiée. Vous n'avez pas de capital minimum à mettre. Alors c'est valable pour les autres entreprises, mais la différence avec les autres entreprises, c'est que quand vous créez par exemple une SASU, il faut un minimum d'investissement pour pouvoir la créer. Alors que la micro-entreprise, si vous le faites vous-même, c'est gratuit. Et même si vous faites aider, ça va vous coûter 50, 60 euros. Donc ça vous coûtera pas très cher. Le régime fiscal est avantageux et les plafonds, ils sont largement élevés, donc on va voir tout le détail après, hein, pour que vous puissiez bien commencer. Évidemment, pour débuter une nouvelle activité, hein, gagner en expérience aussi dans cette activité, avant peut-être de créer un statut qui vous demandera plus de gestion, et avoir des revenus complémentaires à côté de son activité principale. Ce n'est pas forcément obligé d'être votre activité principale, vous pouvez très bien commencer à côté de votre boulot en salariat, et puis éventuellement après, bah, vous pourrez faire que ça si vous le souhaitez, si ça se développe bien. Si vous travaillez avec des grosses sociétés, c'est à savoir, être micro-entrepreneur, ça peut nuire à votre crédibilité. Ok, donc selon votre activité, faites bien attention, mais des fois, voilà, avoir un autre statut est quand même indispensable. Après, la plupart d'entre nous ne travaillent pas forcément avec des grosses sociétés au départ. Et le stage de préparation à l'installation, qu'on appelait le SPI, c'est plus obligatoire depuis mai 2019. Je le précise parce que des fois, on peut encore lire, enfin, il y a peut-être des vieux articles où on parle de ça. Donc là, vous choisissez si vous le faites ou non. Enfin, concrètement, ça n'a aucune utilité quand vous avez une micro-entreprise. Quelles sont les activités éligibles? Alors, vous avez tout ce qui est activité commerciale, achat-revente, activité artisanale, donc les activités de service ou de type manuel, et certaines activités libérales. Plus en détail, vous ne pouvez pas exercer certaines activités parce que la TVA, elle est obligatoire. Par exemple, tout ce qui est immobilier, loueur non meublé, location de mobilier, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire parce que la TVA, elle est obligatoire. Certaines activités, elles sont exclues à cause du régime social aussi qui est un peu particulier. Donc, par exemple, tout ce qui est profession juridique, la santé, les experts comptables ou certaines activités artistiques qui dépendent de la maison des artistes. Donc, le mieux, c'est de regarder sur Google ou de poser directement la question sur le site officiel. Donc ça, je vais le mettre dans la description, évidemment, c'est autoentrepreneur.urssaf.fr. C'est vraiment le site officiel pour avoir toutes les informations. Après, vous en avez d'autres, hein, mais celui-ci, c'est là où vous allez vous inscrire, faire vos déclarations, etc. Donc au moins, vous êtes sûr que l'information, elle est bonne. Vous pouvez être micro-entrepreneur en tant qu'activité principale ou secondaire, comme je vous le disais. Si vous êtes déjà au régime TNS, donc en fait, c'est un régime qui veut dire travailleur non salarié. Donc par exemple, quand on est gérant majoritaire d'une SARL, donc vous avez déjà une entreprise, vous ne pouvez pas créer une micro-entreprise. Si vous arrêtez votre statut, c'est-à-dire votre SARL, il y a quand même un délai de carence pour pouvoir créer votre micro-entreprise. Donc par exemple, là je parle à ceux qui ont déjà créé, soit par exemple une SARL, une SASU, peu importe. Vous voulez arrêter ça pour repasser en micro-entreprise.
c'est pas possible. Alors avec la SASU, il n'y aura pas de souci parce que vous pouvez créer une micro-entreprise en même temps que la SASU. Parce que la SASU, vous êtes assimilé salarié et micro-entreprise, vous êtes travailleur non salarié. Donc on peut très bien cumuler les deux. Par contre, on ne peut pas cumuler deux activités qui sont tous les deux travailleurs non salariés. Donc par exemple, gérant majoritaire d'une SARL et une micro-entreprise. Si vous êtes salarié dans un autre pays, par exemple en Allemagne, vous ne pouvez pas créer votre micro-entreprise parce que ce pays ne reconnaît pas ce statut. Donc vous dépendez vraiment du pays où vous êtes salarié. Et par contre, vous pouvez très bien créer une entreprise avec un autre type de statut. Il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Si vous êtes marié, vous pouvez chacun avoir une micro-entreprise. Par contre, il faut avoir deux codes APE différents. Donc le code APE, ça correspond à l'activité de votre micro-entreprise. Évidemment, parce que si on fait deux micro-entreprises avec le même code APE, en gros, on va doubler les seuils. Donc ça sera un peu de la triche. Donc il faut avoir quand même deux activités différentes. Au niveau du chiffre d'affaires possible. Alors ce niveau de chiffre d'affaires possible, il sera réévalué en 2023 pour votre information. En général, c'est souvent réévalué comme ça tous les 3 ans à peu près. Donc les plafonds du chiffre d'affaires en 2021 pour une activité commerciale, donc vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, et les prestations d'hébergement aussi, ça rentre dedans. Alors j'ai pas mis le détail parce que ça serait un peu long. C'est 116 000 200 euros. Les activités de service artisanal et commercial, c'est 72 600. Et pareil pour les activités libérales. Si vous commencez votre micro-entreprise, pas au début de l'année, donc pas en janvier, donc là j'ai mis un exemple, par exemple, vous commencez le 1er juin 2021. Et bien en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut proratiser sur cette année pour savoir combien vous pouvez faire de chiffre d'affaires maximum. Parce qu'évidemment, si vous commencez le 1er juin, vous ne pouvez pas faire, alors par exemple pour une activité commerciale, vous ne pouvez pas faire 176 200 euros. Donc le calcul, bah, il faut prendre les jours depuis le 1er juin jusqu'à la fin de l'année, donc ça fait 214 jours, fois 176 200 euros, qui est le seuil maximum, divisé par 365 jours. Et ça vous fait une limite de 103 300 euros de chiffre d'affaires. Donc si vous commencez en juin, vous pouvez faire jusqu'à 103 300 euros de chiffre d'affaires jusqu'à décembre. Puis après, l'année d'après, ça reviendra au taux normal. Si vous avez une activité qui est mixte, donc vous faites du service et du commercial. Donc par exemple, je fais des sites internet, mais je vends aussi des ordinateurs. Vous voyez bien que la différence, il y en a un où c'est du service, l'autre c'est vraiment de l'activité commerciale achat-revente. Le CA global, le chiffre d'affaires global, il ne doit pas dépasser les 176 200 euros, forcément, parce que c'est le maximum en commercial. Et dans ce chiffre d'affaires, la partie qui concerne le service, donc la création du site internet, elle ne doit pas dépasser 72 600 euros. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est bien de savoir qu'on peut faire deux activités en même temps. Si 2 années de suite, vous dépassez le seuil de chiffre d'affaires autorisé, alors soit 72 600, soit 176 200 selon votre activité, vous sortez automatiquement du statut micro et vous passez ce qu'on appelle en entreprise individuelle. Ok, alors si vous le dépassez qu'une année, il n'y a pas de problème. Par contre, 2 années de suite, là, vous sortez, vous passez en entreprise individuelle. Alors évidemment, vous êtes prévenu par l'URSSAF qui vous dit attention, vous allez passer en entreprise individuelle. Donc ça change la gestion. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les statuts juridiques où j'en parle plus en détail, comment ça fonctionne, les entreprises individuelles. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets aussi le lien dans la description et la petite notification en haut. Comme ça, vous pourrez regarder un peu plus la différence entre la micro-entreprise et l'entreprise individuelle. Au niveau du juridique, donc la responsabilité que vous avez, bah, en fait, vu que c'est une micro-entreprise, bah, vous êtes entrepreneur, ce qu'on appelle individuel. Donc l'entreprise, elle est à votre nom et vous êtes l'entreprise. C'est pas comme quand on crée par exemple une SASU ou une SARL ou une SAS, peu importe, où là en fait l'entreprise c'est une entité à part. Encore une fois, j'en parle dans la vidéo où je parle de tous les statuts juridiques, mais c'est comme s'il y avait deux personnes différentes. Alors que là, c'est vraiment une seule personne, vous êtes l'entreprise et vous êtes vous, entre guillemets. Donc vous êtes libre et indépendant et vous n'êtes pas censé par contre travailler exclusivement pour la même entreprise. Bon, ça, dans les faits, il y en a quand même qui le font, hein. C'est pas dérangeant, même si normalement on n'est pas censé le faire. Vous êtes responsable, mais c'est vrai que quand on se lance au début, on n'a peut-être qu'un client, bah, faut bien commencer quelque part. Donc vous êtes responsable de vos actes, vous ne pouvez pas vous associer évidemment, et votre responsabilité, elle est illimitée face aux dettes de l'ensemble de votre patrimoine. Alors il y a toujours votre résidence principale qui, elle, est insaisissable dans tous les cas, mais tous les autres biens personnels et professionnels, ils sont saisissables. Après, encore une fois, en micro-entreprise, bon, il n'y a pas trop de risques normalement que vous ayez des soucis, mais en tout cas, il faut le savoir. Certaines activités, elles sont réglementées, notamment par exemple dans le bâtiment. Donc c'est à vous de vérifier si vous êtes concerné, il faut avoir des agréments spécifiques, des permis spécifiques, des diplômes spécifiques. Par exemple, en coiffure, il faut un CAP coiffure, sinon vous ne pouvez pas faire de la coiffure. Est-ce qu'il y a des formations à faire, etc. Bref, à vous de savoir selon votre activité si elle n'est pas réglementée et il n'y a pas des choses absolument à voir parce que bah, voilà, sinon vous ne pourrez pas la faire
tout simplement. Au niveau du social, et donc notamment des cotisations sociales, donc les cotisations sociales, elles sont calculées sur la base du chiffre d'affaires que vous avez encaissé et non pas les bénéfices, contrairement aux autres types d'entreprises. Par exemple, une SASU, ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va calculer ça sur les bénéfices. Donc ça veut dire que vous faites le chiffre d'affaires moins les dépenses et vous avez le bénéfice. Ok, là, c'est vraiment le chiffre d'affaires encaissé. Donc c'est plus simplifié. Après, des fois, pour certaines activités, vous avez beaucoup de dépenses, bah, la micro-entreprise n'est pas forcément adaptée. On en reparlera après avec les inconvénients. Donc, les taux de cotisation sociale en 2021, pour une activité commerciale, c'est 12,8% du chiffre d'affaires. Les activités de service artisanal et les professions libérales qui sont à la sécurité sociale des indépendants, c'est 22%. Et pareil pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV. Si vous avez une activité mixte, encore une fois, de service et de commercial, donc mon exemple de tout à l'heure où je fais des sites internet et je vends des ordinateurs en même temps, bah, le pourcentage de cotisation il est différent pour chaque activité, tout simplement. Ça couvre, alors ces cotisations sociales, ça couvre quoi? Je vous ai mis un peu le détail, bah, c'est maladie, maternité, les indemnités journalières, les allocations familiales, bref, tout ce qu'on a l'habitude de voir, et un pourcentage pour la formation professionnelle. Toutes vos déclarations de chiffre d'affaires, elles se font mensuellement ou trimestriellement, directement en ligne sur le site officiel où vous allez vous inscrire. Et donc là, ça sera encore auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est très très simple de faire ces déclarations. Voilà, il n'y a pas vraiment de souci. Après, moi, je vous conseille personnellement de le faire mensuellement parce que je trouve ça beaucoup plus simple que trimestriellement où en fait il faut prévoir de garder l'argent sur votre compte, etc. Donc il y en a qui sont pas très à l'aise avec la gestion d'argent comme ça à 2 3 mois de décalage. Donc au moins si vous le faites mensuellement, c'est facile. Vous déclarez chaque fin de mois, vous savez que le mois d'après ils vont vous prélever tant. Cet argent-là, vous y touchez pas et vous êtes tranquille. Si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, alors au bout de 2 ans, vraiment, si vous faites 0 €, dans tous les cas, ils vous radient en fait de la micro-entreprise, mais vous n'avez pas besoin de la fermer forcément en fait. Voilà, il suffit juste de déclarer même 100 € sur 2 ans et ils ne vous la ferment pas. Voilà. Donc si vous l'utilisez pas, vous embêtez pas à la fermer, ou, enfin, vous pouvez le faire, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Donc si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, il faut quand même faire une déclaration. Vous aurez simplement en fait 0% de charges sociales. Alors vous avez une aide pour le social qui s'appelle l'ACRE. Ok, donc qu'est-ce que c'est que l'ACRE? C'est une exonération partielle des charges sociales. Donc en fait, vous avez des taux de cotisation qui sont réduits. Alors le taux, en fait, il est réduit de 50%, hein, pour faire très simple, et c'est le cas. En 2021, la durée, elle est de 1 an. Elle est plus de 3 ans comme avant. En fait, avant, on avait des taux qui n'étaient pas à 50%, mais ça réduisait tous les ans. Voilà. Là, ils s'embêtent plus, ils font ça une année à 50%. Vous pouvez demander l'ACRE sous certaines conditions. La première condition, et celle-là elle est obligatoire pour tout le monde, c'est ne pas en avoir bénéficié au cours des 3 dernières années. Tout simplement, si vous l'avez déjà eu, bah, vous ne pouvez pas l'avoir, alors que ce soit pour une micro ou pour un autre type de statut, hein. Après, si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi non indemnisé, etc. Donc, vous avez la liste là complète. Vous pouvez faire pause, parce que je ne vais pas vous la détailler là, c'est pas forcément très intéressant. Après, sinon, vous tapez conditions sur Internet, vous allez aussi la voir. Pour faire cette demande d'ACRE en micro-entreprise, il faut faire la demande dans un délai de 45 jours maximum après le dépôt de votre dossier de création d'entreprise. Donc en fait, vous avez un formulaire qui s'appelle Demande de l'aide à la création et à la reprise d'une entreprise ACRE. Donc si vous allez sur le site de l'URSSAF ou même sur le site des impôts, vous tapez sur Google, vous allez trouver ce formulaire. Vous suivez les étapes qui vous demandent, les informations qui vous demandent, et ça sera tout bon. Petite astuce, c'est préférable de commencer votre activité en début de trimestre. Donc par exemple en janvier, en avril, en juillet ou en octobre, pour ne pas risquer de perdre 1 ou 2 mois d'acre. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Si possible, essayez de commencer soit en janvier, en avril, en juillet ou en octobre, parce que comme ça, vous aurez le maximum dès 1 an et vous n'allez pas perdre 1 ou 2 mois. Donc, quand vous avez l'acre, comme je vous le disais, c'est réduit de 50%. Alors, en fait, on reprend les taux qu'on avait tout à l'heure et on les réduit de 50%. Donc, pour une activité commerciale, vous allez payer que pendant une année 6,4% du CA. Pour tout ce qui est activité de service artisanal et commercial, 11% au lieu de 22%. Pareil pour les professions libérales relevant de la sécurité sociale. Et par contre, pour les professions libérales revenant de la CIPAF, c'est 12,1 du chiffre d'affaires. Voilà, c'est un peu différent. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a une bonne raison. Voilà, parce qu'il n'y a pas les mêmes taux derrière, donc c'est pour ça qu'ils font comme ça. On parle maintenant de la TVA, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Alors, au départ, évidemment, vous n'avez pas de TVA, hein, sur la micro-entreprise à payer. Donc, vous ne récoltez pas la TVA, vous ne la faites pas payer à vos clients et vous ne la déclarez pas aux impôts puisque vous n'en récupérez pas. Par contre, c'est pour ça aussi que le statut est quand même simplifié. Donc là, je vous ai remis le plafond du CA en 2021, donc 176 000, juste pour que vous ayez un peu une idée, enfin, que vous ayez bien les plafonds du chiffre d'affaires en tête.
Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle le plafond de TVA et le plafond majoré de TVA. Donc le plafond de TVA, en fait, c'est la première limite et le plafond majoré, c'est la limite maximum, on va dire. C'est la deuxième limite que vous pouvez, enfin, à partir de laquelle bah, vous allez devoir faire quelque chose. Donc vous voyez que pour les activités commerciales, bah, on a le plafond de TVA qui est à 85 800 et le plafond majoré qui est à 94 300. Et pour les activités de services artisanales et commerciales et les activités libérales, on a un plafond de TVA qui est à 34 400 et un plafond majoré de TVA qui est à 36 500. Alors, comment ça fonctionne? Écoutez bien, vous allez voir, c'est très simple. Si vous êtes entre le plafond de TVA et le plafond majoré de TVA pendant une année, et donc par exemple en 2021, bah en 2022, quand on reprend en janvier, vous allez continuer à facturer en hors taxe sans TVA. Voilà, il n'y aura pas de problème. Si vous êtes entre ce plafond, alors selon l'activité où vous êtes, hein, donc par exemple si je fais une activité commerciale, si je suis entre 85 800 et 94 300, et bah la deuxième année, je refais mes factures sans TVA, enfin je continue en hors taxe comme je faisais, il n'y a pas de problème. Si vous êtes entre le plafond de TVA, donc toujours pour une activité commerciale, hein, pour mon exemple, et le plafond majoré de TVA pendant 2 années de suite, la troisième année, vous allez devoir facturer dès le début de la troisième année la TVA. Ok, donc si je suis par exemple à 90 000 euros une année et la deuxième année 92 000 euros, la troisième année, bah, mes factures, il va falloir que je mette la TVA dessus. Et donc que je la récolte auprès de mes clients et que je la déclare auprès des impôts. Si par contre, au cours de l'année, vous dépassez directement le plafond majoré de TVA. Donc là, je suis une activité commerciale, ok, je travaille en 2021 jusqu'en juin, et en juin, on va dire que je suis déjà à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et bien là, dans ce cas-là, à partir du premier mois, enfin à partir du mois auquel je dépasse ce plafond majoré de TVA, bah, je vais devoir récolter, enfin mettre la TVA sur mes factures et récolter la TVA et la payer auprès des impôts. Enfin la donner auprès des impôts. Voilà, donc en fait, c'est vraiment les trois solutions que vous avez. Encore une fois, si vous êtes entre le plafond de TVA et le plafond majoré de TVA une année, la deuxième année, vous continuez comme si de rien n'était. 2 années de suite, la troisième année, bah, il faudra facturer la TVA dès le début de la troisième année. Et si vous le dépassez au cours de l'année le plafond majoré de TVA, dans ce cas-là, vous commencez tout de suite à facturer la TVA. Voilà, donc il y a trois possibilités, hein. Quand on ne le sait pas, ça nous paraît un peu compliqué, mais au final, ça l'est pas du tout. Et payer de la TVA en micro-entreprise, c'est super simple. Franchement, voilà, vous allez sur votre espace des impôts professionnels, vous demandez un numéro de TVA intracommunautaire, ils vont vous faire la démarche pour vous, ils vont vous dire voilà votre numéro de TVA intracommunautaire. Donc après, ce numéro de TVA intracommunautaire, vous allez le mettre sur vos factures, ce que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Vous allez enlever la phrase qui dit aussi que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, parce que bah, ça, maintenant vous l'êtes. Et puis bah, sur vos factures, vous allez mettre le prix hors taxe, le taux de TVA, donc par exemple 20%, le montant de la TVA et puis bah, le montant TTC. En fait, vous allez faire une facture avec un montant TTC, ce qui n'était pas le cas sans TVA, vous faisiez que vos factures en hors taxe. Au niveau fiscal, donc pour les impôts, vous avez deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle le forfait et le versement fiscal libératoire. Donc si on regarde déjà le forfait, bah en fait, qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui est le plus important. Déjà, savoir le seuil et savoir la TVA, c'est vraiment ce qui est primordial. Après, les impôts, de toute façon, eux, ils font leurs calculs de leur côté, mais là, je vous donne les chiffres, comme ça, vous savez un peu comment ça fonctionne. Le résultat de l'entreprise, donc, il est calculé forfaitairement. Donc, en fait, vous avez ce qu'on appelle un abattement forfaitaire représentant l'ensemble des charges de l'entreprise qui est appliqué au chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que pour les activités d'achat-revente, par exemple, ils vont faire un abattement qui est de 71%. Pour les autres activités relevant de ce qu'ils appellent les BIC, c'est 50% et 34% du chiffre d'affaires pour ce qu'on appelle le BNC. Donc c'est les bénéfices non commerciaux, BNC, par exemple, voilà, c'est leur jargon, entre guillemets. Donc en fait, ils vont vous prendre, ils vont vous abattre ça et ils vont se dire, en gros, pour une activité d'achat, si je prends la première ligne, ils vont prendre 29% du CA, et ils vont prendre cette somme-là pour les ajouter à vos impôts. Donc, je vous ai fait un petit calcul après en exemple pour que ça soit plus simple à comprendre. Évidemment, le paiement, ça se fait sur le site des impôts, donc sur votre espace particulier, hein. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés en micro-entreprise, c'est vous directement les impôts sur le revenu. Donc vous avez le formulaire, ce qu'on appelle 2042C Pro. Voilà. Ensuite, donc pour les exemples, imaginons que je réalise 10 000 euros de chiffre d'affaires sur une activité de service. Donc le revenu forfaitaire, il est de 50%. Donc en fait, ils vont faire 10 000 euros fois 50% et ça fait 5 000 euros. Donc ces 5 000 euros, ils vont les intégrer aux autres revenus de votre foyer fiscal pour calculer votre impôt sur le revenu.
Si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires en commerce, donc là c'est 100 000 fois 29%, ok, donc 29% c'est le taux qu'ils prennent, c'est le tableau que je vous montrais juste avant, donc ça fait 29 000 euros, et ces 29 000 euros ils seront intégrés aux autres revenus du foyer fiscal pour le calcul de l'impôt. Deuxièmement, on a donc le versement fiscal libératoire. Ok, donc c'est un montant d'impôt forfaitaire. Donc là, vous avez dans le tableau les différents pourcentages du chiffre d'affaires qui vont vous prélever. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que ce montant de l'impôt, il est directement relevé lorsque vous payez vos charges sociales. Donc quand vous déclarez vos charges sociales, donc les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, bah, en fait, en même temps, ils vont vous prélever les impôts, tout simplement. Si vous prenez évidemment le versement fiscal libératoire. Si vous ne le prenez pas, ils ne le feront pas. Donc bah, c'est toujours sur le site de l'URSSAF, hein, le site officiel. Donc si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple, vous déclarez 10 000 euros de chiffre d'affaires en service, donc en profession libérale sur un mois, et ben ils vont vous prendre en fait 2,2, donc c'est les chiffres qu'il y avait dans le tableau juste avant, 2,2 fois 10 000 euros, donc 222 euros d'impôt directement. Alors, ce versement fiscal libératoire, il y a des conditions pour y accéder, et c'est pas forcément plus intéressant. Des fois oui, des fois non. C'est un peu, ça dépend un peu. Après, c'est possible aussi si déjà à N-2, donc le revenu du foyer fiscal de l'avant-dernière année, donc N-2, il ne dépasse pas 27 519 euros pour une personne seule. C'est 55 038 euros pour un couple et 82 557 euros pour un couple avec deux enfants. Voilà, alors après, je sais que les tranches vont changer un petit peu, donc ces chiffres vont être modifiés, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc on dit qu'il est libératoire, pourquoi? Parce qu'après, bah, en fait, vu qu'il vous prélève directement les impôts en même temps que vous payez vos charges sociales, bah, après, vous n'aurez pas à vous acquitter d'autres impôts sur le revenu auprès des services fiscaux. Alors que si vous ne choisissez pas, bah, à la fin de l'année, il faut payer les revenus, donc avec ce que je vous ai dit juste avant, la première solution. Donc sauf évidemment si vous avez plus ou moins de value sur des cessions de biens, bref, ça c'est un peu du détail, on va dire. Donc voilà, donc ça, il faut regarder un peu déjà si vous pouvez y accéder, parce que par rapport aux conditions qu'il y a, et puis bah, voir si c'est plus intéressant de prendre ce versement fiscal libératoire. Donc ça se choisit quand vous allez créer votre micro-entreprise, ou si vous allez faire le fonctionnement global qui est le forfait. La cotisation foncière des entreprises, donc la CFE, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc ça, c'est obligatoire, hein, toutes les entreprises doivent payer ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. Si votre chiffre d'affaires il est inférieur à 5 000 euros sur une année, vous n'avez pas de CFE à payer dans tous les cas. Après, je sais qu'il y a aussi des réductions, surtout en ce moment avec le Covid, qui fait que la première année, ils vous font un abattement de 50%, enfin, ils vous aident un peu et vous font moins payer les cotisations foncières. Les taux, alors évidemment, vous avez plus de taux, hein. Ça, c'est les chiffres pour toutes les entreprises, c'est pas que les micro-entreprises. Donc moi, je vous ai mis jusqu'à 250 000 euros, parce que de toute façon, les chiffres reçus, ça ne nous intéresse pas, vu qu'on ne peut pas aller normalement, enfin, on peut aller jusqu'à 250 000 euros, mais le seuil de CA, il est de 172 000. Donc voilà, j'ai mis jusqu'à 250 000 euros, normalement, ça devrait suffire. Euh, les... Donc si vous êtes jusqu'à 10 000 euros, vous avez entre 223 et 531 à payer. Alors après, ça va dépendre de votre commune. Voilà, on ne peut pas donner un chiffre exact parce que ça dépend de la commune aussi, de là où vous êtes. Donc voilà, c'est juste une idée de ce que vous aurez au minimum à payer ou au maximum. Entre 10 001 et 32 600, vous aurez entre 223 et 1061 euros. Entre 32 600 et 100 000 euros, vous avez entre 223 et 2229 euros. Et entre 100 000, 101 et 250 000 euros de chiffre d'affaires, et bah, vous paierez entre 223 et 3 716 euros de CFE. Alors, quelles sont les obligations pour une micro-entreprise? Alors, on dit qu'il faut ouvrir un compte dédié pour l'activité. Alors oui, il faut ouvrir un compte dédié. C'est bien d'avoir un compte où vous faites que ça, parce que c'est là où seront prélevées par exemple les cotisations sociales. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire un compte professionnel. Voilà, les banques vont toujours essayer de vous faire ouvrir un compte professionnel, forcément parce qu'elles touchent plus d'argent. Mais il y a plein de micro-entrepreneurs qui n'ont pas de compte professionnel. Ils ont juste pris un compte personnel, on va dire, mais qui est vraiment dédié à cette activité-là. Et encore, des fois, il y en a qui commencent même sur leur compte personnel à eux, et ça fonctionne aussi. Bon, ça, c'est pas forcément préconisé, mais en tout cas, sachez que le compte professionnel n'est pas obligatoire forcément, même si les banques essaieront toujours de vous le vendre, évidemment. Euh, Vous devez indiquer la TVA, donc la phrase TVA non applicable, article 293b du CGI, sur vos factures, jusqu'à temps que vous ayez la TVA, évidemment. Si vous faites la TVA, bah, vous enlevez cette phrase-là, et comme je vous disais tout à l'heure, vous rajoutez votre numéro de TVA intracommunautaire au niveau des informations de votre facture. Vous devez tenir un livre journal détaillant vos recettes et vos dépenses.
Donc ça, c'est surtout pour... ben, c'est bien de le faire, hein, évidemment. Surtout pour ceux qui font tout ce qui est activité commerciale, parce qu'ils ont beaucoup plus de dépenses, de recettes, etc. Donc quand vous faites du service, par exemple de la création de site internet, bon, vous n'avez pas forcément beaucoup de dépenses, donc c'est assez simple, on va dire. Vous devez conserver pendant 10 ans l'ensemble des pièces comptables, donc vos factures. Si l'activité d'achat-revente, si vous avez une activité d'achat-revente, pardon, vous devez tenir un registre récapitulatif des achats. Donc ça, c'est très important. Si vous tapez ça sur Google, vous avez des modèles tout faits, hein, voilà, il y en a plein, donc vous ne prenez pas la tête à le faire vous-même. Si vous exercez deux activités différentes relevant des deux seuils, donc service et commercial, vous avez deux comptabilités distinctes pour chaque activité. Et si vous exercez deux activités différentes, encore une fois, relevant du même seuil cette fois-ci, eh ben, vous pouvez tenir qu'une seule comptabilité pour les deux. Évidemment, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires, régler vos cotisations, régler votre CFE, bref, faire toutes les obligations en termes de paiement. Alors, vous avez différents organismes qui peuvent vous aider pour la création de votre entreprise. Donc, selon si vous faites une activité commerciale, artisanale, libérale ou des agents commerciaux, bah, c'est différents organismes, donc la CCI, la CMA, l'URSSAF. Vous pouvez faire les démarches avant le début de l'activité ou dans les 15 jours qui suivent son lancement. Ok. Toute modification de situation, elles sont déclarées à votre organisme. Alors pour la pièce des listes à fournir, je ne vous les ai pas mises là, mais vous tapez sur Google liste pièces à fournir ou vous demandez au centre de formalité qui va vous les donner. Et certains organismes, ils proposent de vous aider à faire les démarches. Alors par exemple, la CCI vous le proposait pour 70 euros en moment, peut-être que ça a augmenté, hein, depuis. Euh, Moi, je vous conseille de tout faire directement sur le site officiel, encore une fois, autoentrepreneur.ursaf.fr. Si vous avez besoin de voir un peu tout le détail, je sais qu'il y a même d'autres personnes sur YouTube qui font des vidéos, qui expliquent tout ce qu'il faut mettre. Voilà, c'est pas très compliqué, franchement, vous pouvez le faire tout seul et ça vous coûtera pas d'argent. Après, si vous voulez être rassuré, bah, vous pouvez payer une petite somme auprès de la CCI ou la chambre, enfin le centre de formalité duquel vous dépendez. Et puis comme ça, bah, vous serez sûr que vous ne ferez pas d'erreur. Même si normalement, il n'y a pas de raison, encore une fois. Quelques remarques, avantages et inconvénients. Alors attention, après la création de votre micro-entreprise, vous allez recevoir plusieurs courriers de différents organismes, entre guillemets, qui vous demandent de payer des choses pour vous enregistrer. C'est des arnaques, ok, c'est poubelle direct. D'ailleurs, si vous tapez sur Google ce qui est écrit en haut, ils essayent de faire des courriers qui ressemblent vachement aux trucs, enfin, aux organismes légaux, on va dire, mais c'est toujours des arnaques. Voilà. Et d'ailleurs, si vous lisez bien les petites écritures en bas, etc., c'est marqué enfin, que c'est pas quelque chose d'officiel. Mais ils essaient évidemment de le cacher. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi ils peuvent faire ça? Parce qu'ils précisent que c'est pas officiel, sauf que la façon dont ils le font, si on regarde pas bien, on peut se faire avoir. Donc, vous faites pas avoir, ça arrive à tous les micro-entrepreneurs, vous allez recevoir plein de conneries. Donc, vérifiez que c'est une bêtise, vous tapez sur Google, mais vous allez voir qu'il y en a. Les avantages, donc comme je disais tout à l'heure, bah, c'est que ça va être rapide à créer. C'est très simple et souple comme statut, et ça c'est super. La gestion comptable elle est super simplifiée, vous n'avez pas de capital minimum, régime fiscal est avantageux, vous n'avez pas de TVA à gérer, sauf si vous dépassez le plafond de franchise de TVA, et vous n'avez pas de bilan, de compte de résultat donné en fin d'année comme les autres statuts, donc vous n'avez pas besoin de comptable. Ok, le comptable en micro-entreprise, il sert strictement à rien. Et les plafonds, ils sont assez élevés, on les a vus tout à l'heure, donc 72 000 environ et 176 000 pour lancer correctement votre activité avant de passer sur un autre statut si besoin. Vous pouvez très bien commencer avec ça et puis après vous dire ok mon entreprise elle se développe beaucoup, bah, là dans ce cas-là je vais mettre un peu d'argent, je vais créer un statut et il y a vraiment un intérêt comme ça. Les inconvénients c'est que c'est pas adapté toujours à certains types d'activités. C'est bien de faire une petite étude de marché, un petit prévisionnel financier pour voir si un autre statut ça serait pas plus adapté. Alors comme je vous disais tout à l'heure, le plus gros inconvénient c'est que vous ne pouvez pas déduire vos achats. Donc si vous avez une activité où concrètement vous avez beaucoup d'achats à faire, la micro-entreprise, c'est pas intéressant. Bah parce que voilà, vous faites, je sais pas, sur 150 000 euros de chiffre d'affaires, vous avez fait 100 000 euros d'achat, bah en fait, vous allez payer vos charges sociales sur 150 000 et pas 150 000 moins 100 000. Et pareil pour les impôts, etc. Donc en fait, bah, dans ce cas-là, vous allez peut-être même être en négatif, alors qu'avec une société, une vraie société, entre guillemets, bah là, vous pouvez le déduire, donc c'est totalement différent comme fonctionnement et c'est beaucoup plus adapté. Vous ne pouvez pas vous associer. C'est pas toujours simple de travailler avec certaines grosses sociétés en micro-entreprise. Bah oui, mais bon, ça encore, c'est très spécifique et je pense que pour la plupart d'entre vous, ça pose pas du tout de problème. Si vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, au bout d'un moment, la micro-entreprise, pardon, c'est limité, c'est pas adapté non plus.
Donc, c'est bien pour se lancer, mais quand vous développez, au bout d'un moment, il va falloir se dire, ok, je passe sur une vraie société avec, oui, certes, beaucoup plus enfin, de choses à faire, de choses à gérer, avoir un comptable et tout ça, mais en même temps, bah, si ça se développe, c'est bien pour vous, c'est une bonne nouvelle, donc c'est pas un problème. Euh, Vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires et non les bénéfices. Donc, par exemple, avec mon exemple de tout à l'heure là, sur les investissements, bah, vous voyez que ce n'est pas le bon statut. Et vous n'avez pas les avantages de base comme un salarié, évidemment. Voilà, vous savez tout sur la micro-entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo aux personnes qui veulent souhaiter une micro-entreprise autour de vous. Rejoignez-nous aussi sur le groupe privé d'entraide Facebook, avec là où il y a d'autres entrepreneurs pour poser vos questions. Alors pas forcément que sur ça, mais sur toutes les questions que vous avez en tant que futur entrepreneur ou entrepreneur si vous l'êtes déjà. Et encore une fois, bah, je vous invite à aller voir ma formation gratuite qui est sur YouTube. Donc, vous avez le lien dans la description, qui va vous permettre de réfléchir à votre projet. Donc on va voir un peu tous les aspects. Il y a 6 heures de contenu et comme ça vous permettra de réfléchir, de comprendre aussi par exemple les autres statuts parce que j'en parle, et de réfléchir à votre offre, à qui vous vendez, comment, pourquoi, etc. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.